Monsieur le Ministre. Bonsoir Luc Ferry, prenez place. Et Daniel Cohn-Bendit est à vous aussi d'être là. Donald Trump, la révolution Trump. Je vous en prie, asseyez-vous Luc Ferry, ne papotez pas avec votre camarade. Merci beaucoup Hubert Védrine. La révolution Trump, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots de tout ce qu'a dit Hubert Védrine, en particulier sur cette espèce de triomphe de Trump. Comment vous l'interprétez l'un et l'autre, d'abord en termes de cas historiques, ce retour, c'est très rare les retours réussis à ce point-là dans l'histoire. Daniel Cohn-Bendit. Moi, depuis longtemps, je n'ai jamais été aussi d'accord avec Hubert Védrine. On peut maintenant se poser des tas de questions, comment ça a été possible et tout ça. Donald Trump a été élu et il est un défi maintenant pour l'Europe. Et je crois qu'il y a dans les débats en Europe aujourd'hui tous les ingrédients pour que nous sachions trouver une réponse adéquate pour défendre la souveraineté européenne. Et je sais que vous avez des sourires narquois, Darius, quand il s'agit des rapports Draghi et l'État. Mais là où Hubert Védrine a raison, c'est qu'il dit, voilà, ils nous disent exactement là où est le problème, c'est un déficit d'investissement majeur, énorme, dans l'Union européenne. Et donc voilà le débat qui va y avoir lieu. Si on veut défendre notre autonomie, et ce n'est pas seulement un problème militaire, mais c'est la réindustrialisation, c'est le développement vers l'avenir de l'économie européenne, eh bien, voilà où en est le débat, et on va voir maintenant quelles sont les forces politiques, quels sont les gouvernements qui seront capables de faire avancer le schmilblick. On va y revenir, mais un mot sur le personnage Trump, ce personnage conservateur, provoquant, méprisé souvent en Europe, et pourtant, quelle victoire, plus qu'une victoire, c'est un triomphe. Il a tout ramassé, tout. Non, je crois qu'on a oublié dans l'analyse, enfin dans ce que j'ai pu regarder cette semaine, on a beaucoup parlé de l'inflation qui a compté, on a beaucoup parlé de l'effondrement du wokisme, du rejet du wokisme par une partie de la société américaine, mais on n'a pas tenu compte assez de la place et de ce que représente Elon Musk. Parce que c'est pas simplement un fou furieux comme Trump, c'est pas que ça. Il représente toute la modernité industrielle, il représente l'hyper modernité du monde de la technique. C'est le transhumanisme, c'est Neuralink, c'est-à-dire les implants cérébraux, c'est Starship, c'est-à-dire des fusées qui ont 20 ans d'avance sur Ariane, c'est l'intelligence artificielle, c'est Tesla, la voiture électrique la plus performante du monde. Donc sur les 5 sujets, Elon Musk représente l'hyper-libéralisme, l'hyper-mondialisation, et puis il représente le succès de la Silicon Valley, le succès des États-Unis. Donc Trump est un conservateur, c'est même un réactionnaire sur un certain nombre de sujets, peine de mort, avortement, c'est pas la peine d'y revenir, nationalisme un peu obtus, bon. Mais il représente aussi, c'est ça le mélange du Trumpisme, il représente aussi cette 3e révolution industrielle dans ce qu'elle a de plus performant et de plus moderne. Donc la comparaison avec l'Allemagne des années 30 est pas bonne, parce que là, on n'a pas affaire à une Amérique en déclin. Au contraire, sur le plan économique, elle est super performante aujourd'hui. Elle est leader du monde dans tous les domaines de l'innovation. Et donc, c'est le mélange des deux, Trump. C'est ça qui a plu à un certain nombre de gens qui se sont dit, mais bon, on avait peur de décliner, mais on est les numéros 1 mondiaux. Voilà. Conservateurs et modernistes. Daniel ? Oui, Luc a tout à fait raison. Cette idée, en fait, Trump, c'est l'incarnation de l'homme qui dit « je peux tout ». Et il a pris Elon Musk qui, lui, a démontré qu'il peut beaucoup. Et deuxièmement, c'est l'association de 2 super machistes. C'est-à-dire, il y a une si on veut, les gens se sont projetés, beaucoup d'hommes, et on voit une des bases du succès de Trump, ce sont les hommes. Beaucoup de gens se sont projetés dans ces super types que sont dans ce super type qu'est Elon Musk. Et Elon Musk, c'est la réussite, c'est le mec qui vous dit, plus sexuel que moi, ça n'existe pas, d'ailleurs j'ai 13 mômes. Et voilà, non mais c'est ça. Et je dis, ça a joué énormément dans cette projection des Américains, d'Américains qui sont dit, avec lui, on va être vraiment Make American Great Again. Oui, Musk a fait son industrie la plus efficace du monde.
la puissance d'influence des Américains. On a tellement dit déclin de l'Empire américain, etc. En réalité, vous en êtes aussi une création. Mai 68, on oublie toujours. Hein, il y avait avant ça 67 aux États-Unis. Vous-même, vous y étiez rendu, je crois, Daniel Cohn-Bendit, si je me souviens bien. Le wokisme est parti des États-Unis. La révolution conservatrice de Reagan, c'était les États-Unis. Et à nouveau, les Américains donnent le ton. Oui, ce sont les numéros 1 mondiaux, encore une fois, en termes industriels, en termes d'innovation, en termes de pouvoir de croissance dans le monde entier. Parce mais là, que la civilisation, d'influence, d'idées. Non, mais elle est toujours... écoutez, depuis Elvis Presley jusqu'à aujourd'hui, on est dépendant. On fait ce que font les États-Unis, mais 20 ans après. Et donc, le grand défi pour l'Europe, c'est pas tellement le militaire, ce sera l'innovation. On a des chercheurs formidables. On a des chercheurs géniaux. Qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, c'est ex-Facebook. C'est Yann Lequin, c'est un Breton. En plus, c'est même pas un gamin, il doit avoir 60 ans. Moi, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec lui, c'est un type formidable, c'est lui qui a inventé le deep learning. On a des gens comme Cédric Villani, on a des chercheurs extraordinaires comme Laurent Alexandre. Bon, mais au fond, ce qui se passe, ils vont travailler aux États-Unis pour la plupart d'entre eux. Oui, donc, mais parce que la grande erreur de Kamala Harris. Je termine avec ça. Je laisse la parole tout de suite à Dany. La grande erreur de Kamala Harris, c'est que paradoxalement, elle n'a pas été moderne. Elle a été dans le passé du politiquement correct. Au fond, elle s'est adressée aux membres des communautés. Elle a parlé aux homosexuels comme à des homosexuels, aux femmes comme à des femmes, aux racisés comme à des racisés, aux noirs comme à des noirs, et elle n'a pas compris que une juxtaposition de communautarisme, ça fait pas une nation. Et qu'en plus, les individus, c'est très important ça. On a beau être noir, homosexuel, femme, ou handicapé, racisé, ce que vous voudrez, on est d'abord et avant tout un être humain. Et donc, et on a les mêmes problèmes d'inflation, d'enfants qui ratent à l'école ou qui se droguent ou que sais-je, voilà. Et donc, elle s'est pas adressée à la nation, elle s'est adressée aux communautés, et elle s'est pas adressée à l'être humain, elle s'est adressée à des membres de communautarisme. C'était une double erreur, et c'est une erreur passéiste, paradoxalement. Et par rapport à ça, c'est quand même un paradoxe incroyable, qu'un type de 78 ans, qui est quand même assez barjot, qui a un rapport à la vérité qui est quand même vraiment complexe, devienne le leader du pays, aussi quand même d'un des pays les plus démocratiques du monde. Là où ce que dit Luc, on peut le dire autrement. D'abord, il y a un problème objectif dont on ne parle pas. La modernité américaine, c'est aussi la continuation d'un peuple ou disons d'un État, d'une nation, pour qui le problème social n'existe pas. Tout à l'heure, vous étiez émerveillé par la différence entre les Américains et les Européens. Il y a un véritable problème. Si vous êtes pauvre aux États-Unis, vous dites l'Amérique c'est formidable. Ceux qui ne gagnent pas tellement bien leur vie, il vaut mieux être en Europe qu'aux États-Unis. Si vous voulez une protection médicale, il vaut mieux être en Europe qu'aux États-Unis. Donc je veux dire, on l'a oublié, et Kamala Harris n'a pas réussi à faire la jonction entre le besoin d'une modernité et de renforcer la protection. En fait, ce qui avait été au début la discussion en France sur flexibilité et sécurité, et elle n'a pas su justement entre modernité et sécurité, elle n'a pas trouvé le narratif, l'explication qui ait pu mobiliser. Mais je voudrais revenir sur la deuxième chose qu'a dit Luc, parce que, encore une fois, je vois votre sourire narquois, Darius, quand on dit... procès d'intention, il n'y a rien de narquois. Je vais vous dire, mais si, quand vous avez dit à Hubert Védrine, ouais, mais ça, Draghi, l'État, ce sont que des... Rapports, oui, mais Draghi, l'État disent exactement ce que vient de dire Luc, c'est-à-dire, si vous voulez garder et être à la pointe de l'innovation, il faut investir. Et donc, c'est ça le débat. Peut-être que ça restera du papier, et là, vous aurez raison d'être narquois, mais on peut aussi faire de la politique pour que ça ne reste pas du papier. Si l'Europe veut défendre sa souveraineté, elle doit être à la pointe de la modernité, de l'innovation, et si elle veut être à la pointe de l'innovation, eh bien, il faut mettre le paquet. Ça s'appelle investissement. Et un investissement non pas national, mais européen. Oui. Voilà.
Daniel Oui, Cohn-Bendit, la conviction nationale, tous ces Américains, effectivement, quelle que soit leur orientation sexuelle, quoi que ce soit, leur couleur de peau, etc., qui sont attachés visiblement à la nation, à une nation puissante, à une nation conquérante, qui dépense tellement d'argent pour sa défense. Est-ce que c'est un triomphe de l'idée de nation que l'Europe, évidemment, met en cause en partie? Est-ce qu'on voit à quel point le nationalisme ou le patriotisme est plus puissant que ce qu'on aimerait souvent en Europe? Le chauvinisme est très fort aux États-Unis, comme en Russie. On a affaire au sentiment, quand on enseigne aux États-Unis, ce qui m'est arrivé pendant des années, on a le sentiment aux États-Unis qu'on appartient à la nation numéro 1 du monde et qu'on fait tout pour le monde. Alors, immédiatement, Pfizer, les médicaments qui ont sauvé le monde de la Covid, ça vient des États-Unis, etc. Et donc on est très fiers de ça. Mais ce qui est très important dans l'élection de Trump aussi, parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé de ce paradoxe. Il a un vote populaire massif, pas que populaire, Elon Musk c'est pas le peuple, mais il a un vote populaire massif. Or, c'est quand même très paradoxal, c'est pas une évidence que un vote populaire aille vers un type qui est tout sauf populaire, qui est le contraire absolu des gens qui ont voté pour lui. Parce que c'est un milliardaire et c'est un héritier. Voilà, c'est un héritier au sens de Bourdieu, et c'est un milliardairissime. Et donc, c'est très intéressant de voir que là, il y a une erreur aussi faite par beaucoup de représentants de la gauche. Ils s'imaginent que sous prétexte qu'on va arriver avec un Marcel dépenaillé, on va plaire au peuple. Mais c'est pas vrai. Le peuple a envie d'être représenté par des gens qui ont réussi, non pas par des losers mal habillés ou vulgaires, comme on en voit, hélas, à l'extrême gauche aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais par des gens qui sont propres sur eux et qui ont réussi. C'est ça aussi le paradoxe de Trump. Ça plaît plus au peuple populaire, old school, à l'ancienne, que le mec de gauche qui parle mal, qui est vulgaire et qui est pas foutu de mettre une cravate. Voilà. Et donc c'est ça aussi Trump. Et donc il faut pas croire que parce qu'il est milliardaire, qu'il est héritier, il ne représente pas le peuple. Il représente un idéal du peuple qui ne se reconnaît pas au fond dans des gens qui se présentent toujours comme des victimes. C'est ça aussi le problème de la gauche américaine, c'est que c'est totalement victimaire. Mais les gens pas envie de se reconnaître dans des victimes. Ils en ont marre des victimes. Dany ? Oui, je voudrais juste m'excuser si je regarde un peu à gauche, c'est que Francfort joue contre Stuttgart et il mène 3-0. Excusez-moi, je ne veux pas être impoli. On va parler du match des petits-enfants, mais on va parler du match France-Israël. On va parler de France-Israël dans un instant, puisqu'il y a des développements. Non, mais je veux dire, je vous laisse répondre. Dans ce que vient de dire Luc, moi je crois, la question était sur le nationalisme. C'est évidemment, si vous voulez, la Russie, il a parlé de la Russie, il a parlé des États-Unis. Ce sont des États constitués. L'idée extraordinaire de l'Union européenne, c'est de faire des États-nations qui, dans l'évolution planétaire, ne comptent plus rien, chacun pour soi, de faire une union cohérente politique capable de défendre la souveraineté de tous. Et c'est vrai, dans une vingtaine d'années, aucun des États européens seuls ne fera partie du G20. Ne fera partie du G20, économiquement. C'est comme ça. Donc, l'idée qu'il y a derrière, l'idée d'Adenauer, de Gaulle, Mitterrand, Kohl, prenez tous les vers que vous voulez de l'histoire, tous les écolos de l'histoire, eh bien, cette idée était formidable, mais ça s'avère extrêmement compliqué. Dépasser l'égoïsme national, l'idée de c'est mon pays qui va amener à, eh ben cette idée-là, c'est elle qui fait coincer les nécessaires évolutions de l'Europe. C'est vrai, et on en est là. C'est un véritable débat. C'est très difficile. Mais il faut qu'on dise à tous ceux qui croient que la France va s'en sortir seule, ou l'Allemagne va s'en sortir seule, ou le Luxembourg va s'en sortir seul, ou Malte va s'en sortir seule, eh bien, ils vont vers l'effondrement de ces États-nations. C'est ça le problème. Et donc, on est dans ce débat, et on peut dire, vous n'avez pas réussi, vous avez échoué jusqu'à présent, c'est vrai, mais Trump nous rappelle à l'ordre. Il nous dit, vous voulez échouer, continuez. Vous serez à ma botte, ou vous serez à la botte de la Russie, ou vous serez à la botte de la Chine. Donc continuez vos petits jeux de chauvinisme, d'un chauvinisme national. Eh bien, vous serez ce que vous ne voulez pas être,
mais vous êtes en train de devenir ce que vous ne voulez pas être. Mais pardon, Dany, vous direz que je suis narquois, mais regardez les Polonais, on les entendait tout à l'heure. Eux, ils disent on va tout de suite à Washington parce que pour notre défense, Darius, pour notre défense, on compte sur les Américains. Faire du commerce en Europe, c'est pas vrai. On est ravis. Darius, mais la souveraineté européenne. Non, vous savez, Darius, les fausses informations ne sont pas les bonnes informations. Les fausses questions ne sont pas les bonnes questions. Les Polonais ont deux problèmes. Ils ont un problème, c'est l'ignorance de la France et de l'Allemagne qui, par exemple, quand ils ont organisé un sommet sur la défense, ils ont invité l'Angleterre, évidemment, mais ils n'ont pas invité la Pologne. Les gouvernements français et les gouvernements allemands n'ont pas compris que ceux qui peuvent diriger, pousser vers le haut l'Europe, ce sont évidemment la France, l'Allemagne et la Pologne. Ils n'ont pas intégré ça. Et alors pour les Polonais, ils disent nous devons travailler à ce que la force européenne à l'intérieur de l'OTAN devienne une véritable force, mais en attendant, nous devons nous sécuriser avec les Américains. Donc ils ne courent pas simplement vers les Américains, mais ils ont une double stratégie, ce qui est normal, ce que tout le monde doit faire, car l'Europe de la défense, l'Europe puissante, l'Europe capable, il faut la construire, c'est pas du jour au lendemain. Et donc, ils doivent aussi s'assurer que Trump ne laisse pas tomber simplement l'Ukraine et par-delà, de laisse tomber la Pologne ou les pays baltes. Qui en France va ramasser la mise? On sait que historiquement, Reagan, il y a une vague un peu reaganienne en Europe. En France, est-ce que c'est Bardella, il fait sortir son livre maintenant, qui d'autre est en position, disons, de bénéficier de ça? On voit déjà tous ceux qui en Europe se positionnent dans la foulée, les Meloni en Italie, Orban en Hongrie, etc. En France, qui? Non, personne pour l'instant, parce que en fait, la droite joue sur le côté conservateur, donc se reconnaît dans le trumpisme, le côté conservateur du trumpisme, mais pas dans l'innovation. Regardez le programme du Rassemblement national. Hollande avait dit c'est le PCF années 70, mais c'est pas totalement faux. C'est un programme budgétivore, c'est un programme de gauche, voilà, mais de gauche bête, je veux dire, c'est pas un programme de la gauche rocardienne, voilà. Et donc, et quant à la droite républicaine, elle n'existe plus, donc personne ne va en. Voyez, le problème des conservateurs français, c'est qu'ils se reconnaissent dans le mauvais côté du trumpisme. Voilà. Alors c'est la manif pour tous, d'accord, très bien, voilà. Et puis à l'extrême droite, on a un programme de gauche sur le plan économique, ce qui est pas. Donc on n'a pas un grand parti de droite qui soit à la fois républicain et libéral, mais il faudrait les deux. Ils sont républicains conservateurs, ils nous font du Jean-Pierre Chevènement, c'est très bien sur l'école, mais ils sont pas libéraux, il y a pas cette dimension d'innovation qui est présente chez Trump. Et moi, je rejoins ce que disait Dany tout à l'heure. Le vrai problème que pose Dany, et il a entièrement raison en disant que dans 20 ans, aucune des nations européennes ne pèsera le poids suffisant pour faire partie du G20. Bon, il a 1000 fois raison. Donc la grande question, c'est comment constituer, je vais y aller carrément, un chauvinisme européen, un nationalisme européen. C'est ça qu'on doit faire exister. Et ça, c'est très difficile parce que, vous voyez, le retour à la révolution, à la noix, à l'extrême gauche, ou le retour à la nation, à la noix, à l'extrême droite, c'est mort de chez mort et mort. Ça, je vous donnerai un exemple, puis je m'arrête là tout de suite, mais le nationalisme tel qu'on l'a connu en 1917, est-ce que vous savez ce que c'est que l'offensive Nivelle? Ça vous dit quelque chose, Darius? Oui. Bon, alors je plaisante, je sais que vous êtes cultivé. C'est 500 000 morts. 500 000, oui, Dany rigole. C'est toi qui es ironique, hein, voyou. C'est 500 000 morts en 2 mois, entre le 16 avril 1917 et le début du mois de juin. Est-ce que vous croyez que ce nationalisme-là, on va le regretter? Mais le fait qu'il soit mort, c'est la meilleure nouvelle du millénaire. Ne regrettons pas ce patriotisme absurde. La guerre de 14 est la guerre la plus bête de toute l'histoire de l'humanité. Donc le grand problème, c'est comment constituer un nationalisme européen, si je puis dire, un chauvinisme européen. Et moi, je le dis depuis des années, le seul moyen d'y arriver, c'est la question des générations futures. C'est pas la question de la révolution, c'est pas la question de la nation. Et c'est là que les écologistes ont mis le doigt sur quelque chose de vrai. C'est la question de la dette, c'est la question de la
guerre, c'est la question de la protection sociale, c'est la question de l'école, c'est la question de l'écologie. Mais c'est ça qu'il faut faire comprendre aux nations européennes. Et là, on aurait besoin d'un grand leader en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Mais bon, je suis désolé, la Pologne, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les Polonais, c'est un pays que je connais bien, mais pour l'instant, ils achètent des avions américains et leur seule conviction, c'est que s'il y avait la guerre avec la Russie, seuls les États-Unis les protégeraient. Sur l'effet Trump en France, je vais vous entendre là-dessus, Dany Cohn-Bendit. Est-ce qu'il y aura un effet Trump en France et qui en bénéficiera? Alors, deux choses. Je voudrais souligner, parce que quand il a raison, il a raison. Donc, Luc a raison. Il faut le souligner. Il a parlé de quelque chose qui choque beaucoup, qui choque certains. Il a parlé d'un patriotisme européen. Moi, je suis un souverainiste. Je suis un souverainiste européen. Mais oui, moi aussi. Le seul souverainisme capable de défendre notre souveraineté, c'est l'Union européenne. C'est cette Europe-là. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, qui va ramasser? Il faut... Alors, Luc a parlé d'une droite libérale et moderne. Je ne sais plus comment tu as des définitions. Conservatrice et moderne et libérale, républicaine et libérale. Et moi, je crois qu'il faut une gauche sociale, européenne et moderniste. Oui. Et moderniste, c'est-à-dire innovatrice. C'est ça. Et donc, le grand problème aujourd'hui, ce n'est pas d'inventer une nouvelle répartition des richesses. Oui, c'est important, il y a des choses à faire, mais c'est pas ça qui va nous sauver, qui va sauver l'Europe. Ce qui va sauver l'Europe, c'est quelle est notre capacité à faire émerger une marge économique qui nous permette justement de reprendre, de devenir les leaders de l'innovation écologique, de l'innovation scientifique, etc. Et donc, ceux qui peuvent, il y a plusieurs possibilités pour maintenant gagner, c'est ceux qui seront alliés une sensibilité écologique, une sensibilité sociale et une sensibilité moderne d'innovation. Si des forces politiques arrivent à faire émerger cela, plus conservatrice à droite, plus sociale et ouverte à gauche, eh bien, ils remporteront la mise. Je ne crois pas que Bardella, j'ai lu ce qu'il dit, mais tout ça, ça n'a rien d'emballant, même en partant de ses prémices. Ça n'a rien de fascinant pour l'avenir de l'Europe et de la France. Dany Cohn-Bendit, puisque vous êtes passionné de football, les événements à la fois footballistiques et surtout politiques qui sont en train de se dérouler, tout s'accélère ce soir sur la question du match France-Israël, avec d'abord la nouvelle que le président de la République assistera au match, ça on pouvait s'y attendre, mais la nouvelle très importante que l'État d'Israël recommande à ses ressortissants de ne pas venir assister au match à Paris, qui est quand même une déclaration de méfiance quant à la possibilité de la France d'assurer la sécurité des personnes pendant un match. J'aimerais vos commentaires à l'un et à l'autre sur le sujet. Non, Dany, encore une fois, la réaction israélienne est liée à ce qui s'est passé à Amsterdam. Évidemment. Ah oui, bien sûr, oui. Non, mais alors, c'est pas... Et donc, ils auraient dit la même chose pour tous les pays. Oh, je crois Ils ont dit ça pour la France parce que le prochain match a lieu à Paris. Ils n'ont pas dit ça parce que c'est la France. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Alors maintenant, oui, il faut maintenir le match là où il doit avoir lieu. On ne peut pas reculer devant ce qui s'est passé. Attendez, non, Dany, prenons les choses dans l'ordre. Est-ce que les Israéliens ont raison de dire à leurs ressortissants, désolé, mais la France n'est pas un pays assez sûr pour que, c'est quand même la mission numéro 1 de l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Moi, je le regrette. Les nationaux et les étrangers. Il y a là quelque chose de très anormal, c'est-à-dire dans la sécurité de l'État, ça n'est pas quelque chose de normal. Je pense que la France est un pays à part. Alors, totalement à part. Luc Ferry ? Non, je pense que la France est un pays totalement à part, mais je dirais la même chose si c'était à Bruxelles, voilà, pour les mêmes raisons, parce que la communauté, vous savez, je vous donne les chiffres. Vous avez lu le rapport de notre ami Dominique Régnier, qui a fait un très bon rapport, un tout nouveau, sur l'antisémitisme en France. Bon, je le dis à Dany, je crois qu'on en parlait la dernière fois, mais je suis pas sûr d'avoir donné les chiffres exacts. Mon cher Dany,
40% des jeunes Français de moins de 35 ans pensent que Israël traite les Palestiniens exactement comme Hitler a traité les Juifs. Voilà. Autrement dit, ils sont dans cette idée que c'est un État génocidaire et que il y a une résistance. Le Hamas et le Hezbollah représentent la résistance. Voilà. C'est ça les schémas de 40% de nos jeunes, ce qui est évidemment historiquement complètement délirant. Et donc moi, ce que je dis, c'est que Amsterdam, tu connais Amsterdam comme moi. Amsterdam, en yiddish, souviens-toi, Amsterdam s'appelait Der Mokum. Ça veut dire le pays de rêve pour les Juifs. Voilà. Et Amsterdam n'a jamais été une ville antisémite, jamais. Surtout pas pendant la guerre comme tout le monde, mais pas depuis. Et donc c'est vraiment pas les quartiers nord de Marseille ou Bruxelles, voilà, ou les quartiers, les mauvais quartiers de Paris. Bon, et là on a cet événement quand même, ce pogrom anti-juif. Et évidemment à Paris la situation est bien pire qu'à Amsterdam potentiellement. Elle est très dangereuse à Paris. C'est bien que le président de la République y aille à ce match. Alors il y aura je ne sais pas combien de centaines de milliers de policiers, enfin j'exagère peut-être un peu, mais enfin de milliers de policiers, dizaines de milliers. Je crois qu'on est à 4000. Il y en aura plus que ça. 4000 agents des forces de l'ordre. Je crois qu'il y en aura bien plus que ça, rassurez-vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la France est devenue un pays qui devient extrêmement dangereux pour les Israéliens et même pour les Juifs français. C'est ça le problème, parce qu'on a toute cette communauté islamisée, qui déteste les Juifs, et puis on a tous ces Français, ces jeunes Français qui, encore une fois, voient ce qui se passe à Gaza comme l'équivalent de l'hitlérisme, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Attends, on peut reprocher à Netanyahou de mener une guerre infiniment trop brutale. Mais il y a probablement 40 000 civils qui ont été tués à Gaza, c'est scandaleux, je ne nie pas ça. Mais il n'y a pas un projet génocidaire de la part d'Israël aujourd'hui, du côté... C'est une démocratie qui est en état de siège et dont la survie est en jeu aujourd'hui, qui se défend contre une menace existentielle, c'est ça qu'on vit. Moi, je n'aime pas Netanyahou, je pense qu'il est une catastrophe pour son pays. Mais néanmoins, on ne peut pas reprocher à Israël de se défendre. Et il n'y a aucun projet génocidaire chez Israël. Mais néanmoins, dans un pays comme la France, vous vous rendez compte, si vous avez 40% des jeunes qui pensent que c'est un génocide et que, au fond, Netanyahou, c'est Hitler, comment voulez-vous que les Israéliens viennent à un match de foot? C'est dangereux. Est-ce qu'il faut le maintenir en France? Attendez, est-ce qu'il faut... Oui, Dany. Allez-y, Dany. Quand même. Dany, éteignez votre télévision sur le match et regardez-nous. Déjà, premier point. Et puis je vous laisse répondre. Je n'arrête pas de vous regarder et je vois à chaque fois que vous m'oubliez. Allons-y, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Vous êtes inoubliable, mon cher. On vous écoute. Moi, je vais dire une chose. Ce qui est aberrant, c'est quand on voit tout le film qui s'est passé. Donc la fin est un véritable pogrom contre des Juifs. Et il y a tout un circuit de chauffeurs de taxi, Uber ou taxi, qui organisait la chasse aux Juifs. Il y a au début des supporters de Maccabi qui étaient d'extrême droite, qui arrachaient des drapeaux palestiniens, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une importation de ce conflit à Amsterdam, après ce déroulement horrible du pogrom. Aujourd'hui, si vous voyez la France, d'abord la France avait très bien protégé les Israéliens pendant les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, les sportifs israéliens ont félicité, ils ont dit, ils se sont sentis très bien, non seulement protégés, ils n'ont eu aucun problème en France pendant les Jeux Olympiques, il faut le dire aussi. Et les Jeux Olympiques avaient lieu aussi au Stade de France. Non, il faut laisser. Donc maintenant, ce match de football, il faut non seulement qu'il se tienne, mais il faudrait que des dizaines de milliers de Français prennent des billets pour créer un autre climat à ce match de foot. Ça devient une démonstration, si vous voulez, éthique nécessaire. Et donc, qu'il y ait des sifflets, c'est pas ça le problème. Les Italiens sifflent toujours les hymnes des équipes étrangères, des autres. Il y a même le goal italien, Buffon, qui s'était outré quand ils ont sifflé la Marseillaise, et il a pris les Français dans leurs bras, il dit, et il s'est
il s'est démarqué de cela. Donc, qu'il y ait un nationalisme chauvin, qu'il y ait de la bêtise chez pas mal de supporters, etc., tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut faire un geste. On a besoin d'un geste pour dire, dans ce sport-là, eh bien, on peut avoir des émotions, mais nous disons non à ce qui s'est passé à Amsterdam, et Paris ne sera pas Amsterdam. Oui. Voilà ce que j'espère. Danny Cohn-Bendit, pardon. Danny Cohn-Bendit, j'insiste. Est-ce qu'il faut maintenir est-ce qu'il faut maintenir le match même sans supporters, même sans supporters israéliens, puisque je le rappelle, Israël considère que ses ressortissants ne sont pas en sécurité en France. Oui, ce qui est pas incompréhensible. Maintenant, il y a un certain nombre de gens, par exemple, mon ami Franck Tapiro appelle exactement à ce que dit Danny, à ce que tous les Français, qui soient juifs ou pas juifs, parce que quand on dit français, ça peut être juif ou pas juif. C'est pas une question de ne séparons pas les deux, par pitié. Bon, et donc que tous aillent voir ce match de foot. Je crois qu'il y a 20 000 billets pour l'instant. Voilà, et je crois qu'il y a quand même un sacré problème, c'est que la LFI, un certain nombre de députés LFI jettent de l'huile sur le feu aujourd'hui. Voilà, et donc c'est aussi ça le problème, c'est aussi ça qui inquiète en Israël. Ils se disent mais attends, si on regarde les statistiques que j'ai données tout à l'heure sur 40% des jeunes qui pensent que Israël c'est Hitler. Et si vous avez une partie de l'extrême gauche qui pense la même chose, aller dans un match de foot, c'est pas les Jeux Olympiques le foot. Arrête de regarder le foot, toi là-bas. Tu sais bien que les Jeux Olympiques et un match de foot, c'est pas le même public. Bon, si je détestais pas autant le foot, j'irais. Voilà, mais il n'y a rien qui m'ennuie au monde plus que le foot. Mon cher Danny, on est différents là aussi. Luc. Encore une fois, d'abord c'est vrai, d'appeler. Moi, la question, elle est simple. Il y a des situations, par exemple, les supporters du PSG sont interdits d'aller à Marseille quand il y a un match PSG-Marseille. Oui, ça en dit long sur le foot. C'est pas nouveau. Ça, c'est dans le cadre du foot. Vous avez les supporters de Marseille sont interdits d'aller à Paris quand il y a un match PSG-Marseille à Paris. Donc, on connaît cela. Et là, la différence, je ne veux pas dire que c'est la même chose, hein, la différence, c'est qu'il y a cette haine du juif en plus. Là, c'est la haine du Marseillais, c'est la haine du Parisien, mais elle est très violente, cette haine. Oui, mais historiquement, c'est moins grave, si tu veux. Oui, c'est moins grave, mais c'est d'une violence incroyable. Je veux dire... Et aujourd'hui, là, les chiffres de Luc parlent pour eux-mêmes. Quand il y a cet antisémitisme, quand il y a cet amalgame entre Hitler et Israël, moi je dirais que je sais pas si c'est génocidaire, mais c'est vrai que aujourd'hui, une partie du gouvernement israélien, et Netanyahou ne la dément pas, veut repousser les Palestiniens je ne sais où. Donc il y a une volonté de se débarrasser, non pas de les tuer tous, de les assassiner, mais de se débarrasser des Palestiniens. Et donc que je comprends que des gens s'identifient avec le malheur de Palestiniens. Moi, je m'identifie avec le malheur des Israéliens et avec le malheur des Palestiniens. Il n'y aura une Israël forte et libre que s'il y a un État palestinien. Il n'y aura un État palestinien que s'il y a une Israël forte et libre. Et si on n'arrive pas à leur faire comprendre cela, eh ben on n'y arrivera pas. Maintenant, il ne faut pas exagérer. On est d'accord. On entendait tout à l'heure Hubert Védrine dire que les Européens veulent travailler le moins possible en gagnant le plus possible, et on comparait avec les chiffres américains où on voit la bonne tenue de l'économie américaine pendant que en France il y a la menace de grève dont on va reparler. Écoutez le discours, disons évidemment un peu provoquant de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, parlant du manque de travail en général, et il a ciblé les enseignants en particulier. Et ça vous concerne, monsieur le ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, notamment. Vous pouvez m'appeler monsieur le Majesté. Ministre, ou ta Majesté. Votre Majesté réagira. Non, ta Majesté, comme dans Amicalement Vôtre. Écoutez d'abord la déclaration du président de la République, l'ancien président de la République. Oui, là, il déconne complètement. Le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez.
Bien sûr. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Mais là, il cible les... Alors, réaction de l'un et de l'autre. Luc Ferry, puisque vous étiez en charge. Il faut aller écouter après. Il vise les maîtresses d'école, les institutrices, voilà, le primaire. Voilà. Il dit une bêtise, pardon, je regrette de le dire parce que j'aime bien Sarkozy, il y a plein de points communs avec lui, mais là, il déconne complètement, pardon de le dire comme ça. D'abord, il parle d'1 million de professeurs. Il n'y a pas 1 million de professeurs, il y en a 720 000 pour un ministre du Regardez budget. la déclaration exacte, Voilà. ça pourrait être exact sur ce qu'il a dit. Il faut dire la vérité, nous n'avons pas les Non, moyens d'avoir non, mais 1 million d'enseignants. Oui, mais comme ça qu'on... Là, vous me coupez au mauvais moment, excusez-moi. Le statut de professeur des écoles, c'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. D'accord, mais là, je parlais des professeurs du service public, des fonctionnaires. Au total, il y en a 840 000 ou 850 000 si on compte le privé. Mais le privé, on s'en fiche en termes de compte public. C'est Bon, donc il y en a 700 000, 720 000 et pas 1 million. Et deuxièmement, le dernier endroit où il faut s'attaquer, c'est l'école primaire. Et là, Nicolas, si je le mettais devant une classe de CP, il serait pas capable de faire cours. Il en serait incapable. Et nos maîtresses d'école, c'est des saintes laïques. Si on veut s'attaquer à la fonction publique, il faut s'attaquer aux administratifs, pas aux profs, mais surtout pas aux profs du primaire. Et donc là, ici, Nicolas veut dire quelque chose de juste sur la fonction publique, qui parle des doublons du millefeuille, par exemple, entre l'administration qui gère les lycées et l'administration qui gère les collèges. Là, on peut gagner des dizaines de milliers. J'ai pas fini, pardon Darius, parce que c'est très important. Sur l'école primaire, 24 heures, il faut bien voir que quand on a en face de soi une classe de CP ou une classe de CM1 ou de CM2, c'est effroyablement fatigant et difficile. C'est 1000 fois plus difficile de faire un cours en CP ou de faire un cours sur l'apprentissage de la soustraction avec les réglettes en CE1 que de faire un cours en terminale d'histoire ou de philo. Ça, Sarko peut le faire. Mais si je le mets dans une classe... Pardon ? Ou à l'université. Ou à l'université, a fortiori. Pour moi, c'est très facile de faire un cours à mes agrégatifs, mais moi, je suis le seul ministre de l'Éducation à pouvoir faire un cours en CP ou en CE1 parce que j'ai été professeur d'école normale. J'étais professeur des instituteurs. Et donc là, ce qu'il dit, c'est vraiment scandaleux. Et je termine avec ça, pardon, mais c'est quand même un sujet qui me touche de près. Si j'étais la ministre de l'Éducation, je n'accepterais en aucun cas qu'on supprime 4000 postes de profs. On a une pénurie d'enseignement aujourd'hui. On a une pénurie de remplacement. On a une pénurie d'enseignants. On a des taux d'encadrement qui sont bien supérieurs à l'Allemagne et des profs qui sont mal payés aujourd'hui. Donc là, franchement, c'est complètement à côté de la plaque. Danny Cohn-Bendit. Alors, moi, bon, Luc, je ne vais pas répéter, Luc a tout à fait raison. Et je ne sais pas où les enfants de Nicolas Sarkozy, dans quelle école primaire ils ont été. Sinon, tout parent peut comprendre que c'est vraiment pas l'école primaire à qu'il faut. Enfin, si on ne comprend pas, ça démontre aussi peut-être pourquoi Sarkozy a échoué en France, parce qu'il comprend pas bien les choses et il dit n'importe quoi. Maintenant, si l'on veut, la France travaille pas assez. Alors, il faut passer tout en revue sur l'âge de la retraite. Il est évident que l'extrême droite et la gauche y rêvent de croire que dans un monde où on va vivre jusqu'à 80, 85 ans, j'espère plus, parce qu'avec mes 80 presque, je voudrais que ça soit 90 ou 92. Donc, je veux dire, on ne peut pas partir à la retraite à 60 ou 62 ans. Donc là, il y a un véritable problème, on en a souvent discuté, comment organiser cela. D'accord, donc on ne travaille pas assez. Deuxièmement, le problème sur les enseignants. Les enseignants allemands travaillent plus, mais gagnent plus. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que... c'est ça qu'il faut faire, tu as raison, c'est le vrai projet, oui. Et pas au primaire, le problème, il est... Et comme il ne dit pas ça...
eh bien, évidemment qu'il Mais est... Danny Cohn-Bendit, pardon, est-ce que je peux vous interrompre une seconde? En termes de poulet d'œufs, en bonne économie libérale, il faut d'abord produire plus et ensuite on partage les richesses. Non, Est-ce que l'exemple américain, l'exemple américain, on y revient, n'est pas bon? C'est-à-dire, les Américains travaillent plus. Non. Ils prennent beaucoup moins de Non, vacances. on a parlé de produisent l'école. davantage. Non. On donnait tout à l'heure les chiffres, on voyait que le PIB par habitant aux États-Unis est au-dessus de $80 000, alors qu'en Europe, il est à $37 610. Donc, ils produisent plus, ils sont plus travailleurs et ça marche mieux. Voilà. Non, Alors là, moi, vous êtes c'est d'accord? mon Là, oulala, ça. Non. Alors, Non, moi, je veux dire une chose. Bon, il faut que je n'accepte pas une société où on n'est que 2 semaines ou 2 semaines et demie de vacances par an. Voilà. Hein, je n'accepte pas cela. On a Et un je début de crois réponse, que là. Si c'est ça la réponse à la crise, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, moi, je veux bien que les Américains, ils ont leur histoire, l'histoire de leur lutte sociale, de quelle est la protection sociale, quelle est l'idée de répartition du travail dans l'année, c'est leur problème. On ne changera pas. Mais en Europe, aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous devons faire évoluer la protection sociale, mais l'exemple, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis. Il faut arrêter avec ça. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, on peut se poser le problème si vous voulez, comment réorganiser les 35 heures. Mais l'exemple, c'est qui alors? Je comprends pas. Alors, si c'est pas les États-Unis, c'est quoi? C'est Cuba? C'est quoi? C'est la Chine? Voilà. Non, mais tu déconnes ou quoi? Voilà. Alors, Luc Ferry. Enfin, c'est de la connerie. Ouais. C'est de la connerie, C'est une blague, Luc Ferry. Mais enfin, à moitié, Luc Ferry. Non, deux choses très rapidement. S'il faut supprimer des postes, c'est des postes d'administratifs. C'est surtout pas des postes. Non, mais travailler. Est-ce qu'il faut travailler plus? Mais évidemment. Ah bon? Mais évidemment qu'il faut travailler plus. Regardez le tableau, pardon. Regardez le tableau qu'on parle. Alors, allez-y. Non, il faut évidemment travailler plus. Il faut travailler plus dans la semaine. Là-dessus, Sarkozy a raison. Et travailler plus au total. Et là, un point où on est d'accord depuis toujours avec Dany, c'est 2 points d'ailleurs sur lesquels on est d'accord, c'est qu'il faut une retraite en sifflet. Une retraite progressive avec des 2 tiers de temps, des mi-temps, des tiers de temps pour qu'on travaille plus sur l'éducation nationale. Laissez-moi dire un mot quand même là-dessus, et je rejoins ce que disait Dany. Je suis pour un seul concours de recrutement, je mélange l'agrég et le CAPES, j'ai pas besoin de 2 concours. Et deuxièmement, je suis pour proposer aux professeurs, ceux qui veulent travailler 18 heures, notamment beaucoup de femmes qui s'occupent beaucoup, malgré tout, encore aujourd'hui, des enfants, très bien, mais au fond, 2 statuts, un statut 18 heures et un statut 24 heures, mais payé beaucoup plus cher. Et l'État récupère la moitié. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Si j'étais resté 6 mois de plus, c'était fait. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais certainement pas supprimer des postes de profs et encore moins se moquer des institutrices qui, encore une fois, laissons sont de côté l'éducation. Laissons de côté. Elles sauvent nos enfants. Voilà. Est-ce qu'on peut Il faut les aider, au contraire. Est-ce qu'on peut vraiment laisser de côté l'éducation nationale, passer au sujet général? Je ne veux pas. Bon. Est-ce que oui ou non, quand on voit que la France, c'est l'anglais, notre spécialiste économique, qui le dit toujours, la France est la moins bien placée en termes de volume total d'heures travaillées dans une vie, est-ce qu'il faut revoir ça ou non? Oui, mais n'oubliez pas, Darius, que le Big Quit, c'était où? C'était aux États-Unis. Vous ne le dites pas, mais 50 millions d'Américains ont dénoncé leur contrat de travail, ont quitté leur job. C'est aux États-Unis qu'est parti le Big Quit. Ça veut dire que le problème du travail, il est le même partout. Alors, je reviens maintenant à votre tableau. C'est vrai que les Français ne travaillent pas assez, mais pourquoi ils veulent pas travailler? C'est ça la question. Parce que je vous le disais, et j'y reviens, pardon de radoter, mais c'est vraiment l'essentiel, c'est crucial. Les idéologies... Non, arrête de regarder le foot, Dany. Écoute. Les idéologies de la deuxième vie, du bonheur après, se sont effondrées, Darius. C'est ça que les Français ressentent. Le communisme, il n'existait pas aux États-Unis, ou à peine. Chez nous, il était à 30% de l'électorat dans les années 50. Et le catholicisme était très puissant aussi. L'idée du bonheur après, du bonheur différé, s'est effondrée. L'idée aujourd'hui, c'est le bonheur ici et maintenant. Psychologie positive, développement personnel, coaching. Et du coup, les Français ne veulent plus travailler parce que leur idée, c'est que le vrai bonheur, ce sera après la retraite. Ne touche pas à ma retraite parce qu'il y a ma deuxième vie, c'est pas après la mort, c'est après la retraite. Voilà. Oui, et c'est pas après la révolution, c'est maintenant. Et ce que nous vend la psychologie positive et le développement personnel, c'est le bonheur en 15 leçons ici et maintenant. C'est ça qui marche. Voilà. Et donc, il y a une crise du rapport au travail et notamment, évidemment, plus on est jeune, plus cette crise est importante. Oui, mais il y a quelque chose en plus. Enfin, là, je veux pas te contredire là-dessus, mais il y a quelque chose en plus et c'est pour ça
que je suis pas Cuba, moi. Enfin, vraiment, c'est pour non, avoir mais on des plaisantait, c'était une finesse. On parlait de modèle, alors dites-nous quel modèle alors. Pardon, Darius, quand les finesses sont balourdes et un peu grosses comme je sais pas quoi, mais il non, faut les c'est clair, dénoncer. différé. Une finesse, par définition, est fine. Bon, je reviens, moi. Ce qu'il y a, c'est que l'organisation du travail et le big quid, les gens ne se sentent pas bien au travail, beaucoup. Donc, si vous voulez qu'il y ait un mouvement, que la société, parce qu'il faut faire un effort, accepte de travailler plus, il faut que s'en sente mieux au travail. Et je crois que il y a la CFDT essaye de mettre cela, par exemple, à l'ordre du jour. Le patronat ne le comprend pas. C'est-à-dire, si on veut moderniser le travail en France, il faudra bien se poser le problème de la cogestion, c'est-à-dire que les salariés comprennent qu'ils sont partie prenante de l'organisation du travail, et deuxièmement, qu'ils n'aient pas peur d'aller au travail, qu'ils sont angoissés d'aller au travail. Ça aussi, il faut le dire. Ça suffit pas de dire il faut travailler plus. Comment on crée la situation pour que les gens acceptent de travailler plus ? C'est ça le vrai problème. C'est 1000% d'accord. Je ne cesse d'intervenir auprès des chefs d'entreprise en leur disant que la question du bien-être au travail, elle a été, le capitalisme français l'a laissé tomber pendant des décennies, voire pendant des siècles. Et quand les gens vont travailler avec la peur au ventre parce qu'il y a un petit chef qui les emmerde du matin jusqu'au soir, ça les rend dingues. On a vu ce qui s'est passé à France Télécom, par exemple. Donc tu as entièrement raison. Et moi, je vous renvoie à 2 petits livres. Un livre de Lucie Davoine, L'économie du bonheur, un livre de Claudia Sénic qui porte le même titre, 2 économistes et qui ont montré à quel point la question du bien-être au travail était devenue exponentiellement importante. Elle n'est pas prise en compte assez par les chefs d'entreprise. Est-ce que je peux vous provoquer un peu, le plaisir de provoquer Dany Cohn-Bendit ? Est-ce qu'il y a un petit consentement au déclin européen, au fond ? C'est vrai, comme le rappelle Dany, on mange mieux, on boit mieux, on travaille moins que les Américains, et la vie est assez douce en réalité. En moyenne, évidemment, il y a beaucoup de dureté pour certains, mais on est mieux protégé socialement. Si on est pauvre et vieux, il vaut mieux vivre en Europe qu'aux États-Unis. Tout ça est vrai, mais en fait, en termes de puissance, ça décline. Mais pour la personne individuelle, c'est quand même plus agréable, quoi. Voilà. Non, je pense que la question du déclin, je laisse la parole tout de suite à Dany, la question du déclin, il faut savoir de quoi on parle et quelle est la référence historique. Donc, où est le curseur ? Vous prenez les années 30. Est-ce qu'il y a un déclin par rapport aux années 30 ? Non. Est-ce que vous regrettez Mussolini, Hitler, en termes de puissance mondiale, oui. Oui, il y avait un empire colonial aujourd'hui. La France est 1000 fois plus puissante que dans les années 30. Non, mais vous plaisantez, là, je pense que vous badinez, c'est une blague. La France est 1000 fois plus puissante que dans les années 30. Et en plus, Mussolini est mort, Hitler est mort, Staline est mort, attendez, j'ai pas fini, Salazar est mort, Franco est mort, Pétain est mort. Est-ce que, sur le plan médical, vous savez quelle est l'espérance de vie en 1900 ? Dites-moi, c'est 45 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Sur le plan scientifique, médical et social, on a progressé, on n'est pas en déclin. On disait par rapport aux autres. Alors maintenant, mais même par rapport à tous les autres. Et donc, toute l'Europe a progressé. En termes de niveau de vie, le niveau de vie réel des Français est 3 fois supérieur à ce qu'il était en 1950. Bon, donc faut arrêter de déconner. Maintenant, là où il y a peut-être un déclin, c'est sur le plan spirituel et moral, parce qu'on s'effondre dans la connerie des idéologies du bonheur personnel. Ça, c'est vrai, oui. Et ça, c'est le grand sujet pour moi. Voilà. Mais bon, ça rejoint le sujet du travail. Un mot, Dany, là-dessus. Darius. Quand on parle du déclin, moi, je crois qu'il y a un déclin du projet politique. Voilà. Et quand il y a un déclin du projet politique, il y a un déclin du pays. Il y a un déclin de l'ambition. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'Europe. Si l'on veut avoir l'ambition d'être maître de notre vie et d'être capable de dire notre mot dans l'évolution de la planète, de protéger la planète, eh bien, notre ambition qui, justement, nous ferait sortir de cette pensée du déclin, c'est l'Europe. J'en reviens à la même chose. Si nous n'arrivons pas à comprendre à quel moment historique nous sommes face à l'évolution aux États-Unis ou en Chine ou en Russie, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous réchauffe le cœur, quelque chose qui nous dit « ça nous protège » ? Eh bien, si c'est, et Luc l'a dit tout à l'heure,
le projet de la nation, de l'État français ou allemand. Mais c'est ridicule. Un mot, Dany Cohn-Bendit, allez, vous avez chacun droit à une conclusion sur la projection, ce qui se passe ce lundi. Nous diffusons ce soir 21h documentaire. Je vous recommande vivement L'armée française face à la menace. Ce lundi 11 novembre, vous rappeliez l'offensive Nivelle, le sacrifice immense de tant de millions de Français dans la guerre. Est-ce que aujourd'hui c'est possible ? Est-ce que la capacité, d'ailleurs, on voit que l'Allemagne examine les possibilités de service militaire, c'est pas encore là, mais enfin c'est en préparation. Est-ce que selon vous, l'idée du sacrifice pour la patrie existe encore ou en réalité c'est fini ? Mais heureusement non, c'est la meilleure nouvelle du millénaire. Il n'y a rien de plus con que la guerre de 14, pardon de vous le dire. Donc heureusement qu'on n'est plus là-dedans. Il ne faut pas regretter ça. Le vrai problème, c'est ce qu'on dit tous les deux. C'est pas de revenir à la révolution à gauche et puis de revenir à la nation à droite. Mais non, surtout pas. C'est d'inventer un projet politique grandiose, un grand dessein pour l'Europe. Voilà. Et pas pour la nation. Voilà. C'est pour ça que l'extrême droite se gourre et que l'extrême gauche se gourre. Parce qu'ils sont nostalgiques de la révolution et nostalgiques du général Nivelle. Mais non! Il faut un grand dessein pour l'Europe, et ce grand dessein, c'est les générations futures. Dany Cohn-Bendit. Là, oui, ça peut nous faire vibrer, bien sûr. Pas la nation, pitié. Moi, je crois que la réponse à votre question, si on veut, disons, une idée de rassemblement, c'est pas évidemment le service militaire, il y a besoin des armées, c'est un service civil pour tout le monde entre l'âge de 18 et 20 ans. C'est-à-dire d'apprendre à ce que c'est l'effort collectif pour la société. Et je crois que ce débat-là permettrait de recréer du lien dans toute la société. Merci Alain. Et à l'autre, c'est fini. En France. Bravo. C'est moi qui l'ai fait. Tout dans quelques secondes, Margot Haddad, avec ce documentaire notamment très fort, L'armée française face à la menace, tout à l'heure, à plus tard, ce soir.